C'est une session d'information au sujet des bourses de l'unité de soutien à la stratégie de recherche axée sur le patient des maritimes. C'est une bourse pour des étudiants et des stagiaires postdoctoraux en recherche dans les maritimes qui font de la recherche axée sur le patient. Donc, je vais décrire le contexte de la bourse, sa valeur, puis le processus d'application. Puis, si vous avez des questions, ben, je vais vous inviter à les retenir puis passer les questions à la fin. On pourra toutes adresser ces questions-là ensemble à la fin, mais probablement que je vais arriver à répondre à plusieurs de vos questions pendant la présentation. Je vais diffuser un PowerPoint pendant la présentation, mais aussi vous laisser savoir que la session est enregistrée. Donc, l'information qu'on partage aujourd'hui sera disponible sur le site web de l'USSM. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Voilà. Donc, vous devriez voir mon écran apparaître. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je devrais commencer par me présenter. Mon nom est Mathieu Bélanger. Je suis professeur associé au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Je suis au site de Moncton, au Nouveau-Brunswick, avec le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. J'ai aussi une affiliation avec le réseau de santé vitalité en tant qu'épidémiologiste au réseau de santé vitalité, une affiliation comme prof associé aussi à l'Université de Moncton avec l'école de kinésiologie. Oui, puis j'ai un rôle aussi, c'est ça qui m'apporte ici, j'ai un rôle important au sein de l'unité de soutien SRAP des maritimes, c'est-à-dire que je suis le lead scientifique pour tout ce qui est développement de la capacité à l'intérieur de l'unité. Donc, c'est sûr que les bourses fait partie de mon mandat en tant que responsable du développement de la capacité, puis aussi responsable du site de Moncton, qui est situé à Moncton pour l'unité de soutien SRAP des maritimes. La stratégie de recherche axée sur le patient, donc SRAP, c'est une initiative nationale des Instituts de recherche en santé du Canada qui a pour but de faire le pont entre le savoir des chercheurs en santé puis le quotidien des fournisseurs de soins de santé. Ceux qui souhaitent appliquer pour du financement pour donc cette bourse ici d'études de maîtrise, doctorat ou stage post-doctorat, je vous inviterai à aller en lire plus sur c'est quoi la stratégie de recherche axée sur le patient parce que c'est très important que dans votre présentation de votre demande de financement, vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire de la recherche axée sur le patient, puis que c'est important que ça soit, qu'on soit capable de voir ça dans votre demande de financement. Le souhait des IRSC, c'est que la communauté de chercheurs au Canada s'engage sérieusement dans de la recherche axée sur le patient, puis ça veut dire de la recherche qui adresse les priorités du système de santé, puis qui le fait d'une façon qui est axée sur le patient, puis il y a toute une série de philosophies autour de ça. Donc, c'est pour ça que je vous encourage d'aller lire au sujet de cette initiative-là. Mais en gros, les lignes directrices de la STRAP, c'est que les patients doivent prendre une part importante à tous les aspects de la recherche. Donc, les patients ne sont pas seulement des sujets de recherche ou des participants dans des projets de recherche, mais ils doivent être représentés dans l'élaboration d'un projet de recherche. Il est aussi souhaité que les décisionnaires ou les cliniciens participent aux étapes de la recherche parce que c'est essentiellement eux qui mettent en pratique
les découvertes qu'on fait par la recherche. Donc, si on découvre quoi que ce soit en recherche, on veut que les cliniciens ou des gestionnaires mettent en pratique nos découvertes. Ben, pour faciliter ça, c'est mieux de les impliquer dès le départ dans les projets de recherche. On fait aussi la promotion d'approches qui sont multidisciplinaires, puis on vise aussi à ce qu'on respecte tous les concepts d'équité, de diversité puis d'inclusion. Donc, à cause du financement des IRSC, il y a des unités de soutien à la stratégie de recherche axée sur le patient qui se retrouvent dans toutes les provinces et territoires du Canada. Pour le Nouveau-Brunswick, on s'est associé avec la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard pour mettre en place une unité de soutien qu'on appelle l'unité de soutien SRAP des maritimes. Donc, on a une unité qui travaille pour les maritimes. Puis, l'objectif de cette unité-là, puis toutes les autres unités de soutien qui existent dans les autres provinces, c'est de fournir aux décideurs du système de santé, puis les fournisseurs de soins, des façons d'adapter la recherche aux besoins des patients, puis que toutes les solutions qu'on apporte soient fondées sur des données probantes. Donc, pour ce qui est de l'histoire et l'impact des bourses pour étudiantes, donc dans les dernières années, le Nouveau-Brunswick a offert des bourses pour la stratégie de recherche axée sur le patient. Puis la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard ont, de leur côté, eux aussi offert des bourses. Puis c'était des concours qui étaient séparés. Donc cette année, on est la première édition où on offre un concours global. Donc un seul concours qui regroupe les 3 provinces maritimes. Donc dans le passé, les programmes de bourse qu'on avait en place ont permis de supporter 61 étudiants, puis 31 stagiaires postdoctoraux. Donc, cette année, le programme de financement, c'est comme je le disais, là, un concours ouvert, mais pour les 3 provinces simultanément. Puis ça va assurer qu'on offre des programmes qui sont uniformes pour chacune des 3 provinces. On va aussi s'assurer de plus étroitement s'arrimer avec les orientations de la stratégie SRAP. Donc, les objectifs de ce programme de bourse-là, c'est vraiment de soutenir le développement d'une prochaine génération de chercheurs hautement qualifiés avec une expertise en recherche axée sur le patient. Donc, ce n'est pas un programme de bourse juste pour donner de l'argent, c'est un programme de bourse pour inciter le monde à s'arrimer avec la recherche axée sur le patient. Donc, on souhaite évidemment soutenir des stagiaires à la maîtrise, au doctorat puis au postdoctorat, mais on veut aussi renforcer leur capacité de recherche axée sur le patient. Donc, c'est un programme de bourse qui est destiné aux étudiants qui non seulement veulent faire de la recherche axée sur le patient, mais qui sont prêts à suivre des formations complémentaires de recherche en santé. Puis, oui, excusez, je reviens au dernier point qui était écrit ici pour dire que c'est un programme de bourse qui est ouvert à tous les étudiants, peu importe leur discipline. Donc, que ce soit des disciplines traditionnelles du monde de la santé ou des disciplines qui sont pas traditionnellement, officiellement associées au monde de la santé. Tout le monde est éligible pour ce programme de financement ici, tant que leur recherche utilise des approches de recherche axées sur le patient. Donc, il y a des changements importants au programme de bourse pour cette année. Mais voici certains des critères. Là. Pour commencer, un des premiers critères, c'est que
les candidats doivent être dirigés par un professeur qui est un scientifique de l'unité de soutien SRAP des Maritimes. Donc, si vos directeurs de recherche ne sont pas déjà associés comme scientifiques associés à l'unité de soutien SRAP des Maritimes, vous pouvez les inviter à le faire, à devenir associés. Le processus est très simple, puis c'est tout décrit en ligne là, sur le site web. C'est que l'unité de soutien SRAP des Maritimes, c'est un peu comme une communauté de pratique, puis tous les membres sont invités à contribuer dans cette communauté de pratique-là. Donc, c'est important que les directeurs qui vont encadrer des étudiants qui sont financés par ce programme ici soient membres de l'unité puis qui connaissent eux-mêmes tous les fondements de la recherche axée sur le patient. Donc, en plus d'un directeur qui est membre de l'USSM, l'équipe de recherche qui encadre l'étudiant devrait aussi inclure un patient partenaire et un utilisateur des connaissances du milieu des soins de la santé. Donc, je vais préciser que ces deux membres-là, le patient partenaire puis l'utilisateur des connaissances, n'ont pas besoin d'avoir été identifiés au moment de soumettre la demande de bourse. Mais il doit avoir été précisé dans la demande de bourse comment on va s'y prendre pour identifier ces gens-là pour les ajouter à l'équipe de direction. D'autres choses au sujet de la demande de bourse, c'est qu'il doit y avoir à l'intérieur de la demande une description d'un plan de comment on va s'y prendre pour engager le patient partenaire et l'utilisateur de connaissances dans le processus de recherche. Donc, comme je le disais plus tôt, engager un patient partenaire dans le processus de recherche, ça va au-delà d'utiliser les patients comme des sujets à un projet de recherche. Il faut vraiment les impliquer pour qu'ils fassent partie d'une équipe de recherche, puis qu'il y ait un mot à dire sur tout le processus de recherche. Le programme ou la description du programme de recherche, là, quand vous soumettez votre demande de financement, devrait aussi inclure une description de ce que vous comptez faire pour l'application des connaissances ou le transfert des connaissances. C'est-à-dire que, bon, traditionnellement, en recherche, on vise à créer des articles scientifiques qui seront publiés, mais au-delà de ces articles scientifiques-là, on aimerait connaître quels sont vos plans de partager les connaissances pour favoriser l'utilisation des connaissances, puis le changement de pratique ou l'utilisation de ce nouveau savoir-là d'un contexte clinique ou décisionnel. La demande devrait aussi inclure une justification de ce que vous comptez faire par rapport aux questions liées au sexe et au genre. Donc, c'est important pour ça de connaître la distinction entre le sexe et le genre, puis de vraiment bien décrire si vous allez utiliser ces deux variables-là, c'est-à-dire sexe et genre, puis si oui, comment vous allez le faire, puis si vous ne les utilisez pas, les deux variables, pourquoi, puis justifiez vos choix. Donc, d'autres exigences pour le projet, c'est que ça doit être pertinent par rapport au mandat de l'USSM. Donc, le mandat de l'USSM, c'est assez large, c'est-à-dire que l'unité de soutien SRAP des Maritimes s'est donné une mission de travailler conjointement avec des décideurs du système de santé ou des cliniciens et des patients partenaires pour essayer de résoudre des questions de recherche qui pourront permettre d'améliorer la santé de la population des Maritimes.
Donc, le projet devrait porter sur un enjeu qui est lié aux soins de santé, puis un enjeu qui est important pour la province dans laquelle les candidats se situent. Donc, je pense que la plupart des gens ici font leurs études au Nouveau-Brunswick. Donc, il faudrait que la question que vous suggérez soit pertinente pour le Nouveau-Brunswick. Le dernier point qui est identifié ici, c'est de démontrer que cette question-là que vous investiguez dans votre projet de recherche est importante, non seulement pour la province, mais aussi pour les patients qui peuvent être concernés par la question. Donc, vous documentez que ce l'est, mais aussi comment vous avez déterminé que c'était une question importante pour eux. Les formulaires d'application pour ces bourses ici sont disponibles sur le site web de l'USSM. Donc, l'adresse est fournie ici. Puis, en fait, pour ceux qui seraient intéressés, là, je pense qu'on va partager à tout le monde qui est ici aujourd'hui la présentation. Donc, les liens seront intégrés dans la présentation, puis vous y aurez accès. Mais sinon, à l'adresse mssu.ca, vous allez pouvoir vous faufiler à l'intérieur du site puis trouver tous les liens. Non, on va parler d'admissibilité maintenant. Donc, pour être admissible, il faut avoir été admis à un programme de maîtrise ou doctorat au Nouveau-Brunswick ou dans les Maritimes, ou avoir soumis une demande d'admission pour commencer bientôt. Il doit aussi travailler sous la direction d'un chercheur, comme je l'ai dit plus tôt, qui est associé à l'unité de soutien SRAF des Maritimes, puis que ce chercheur-là travaille dans une institution qui est dans les provinces maritimes. Puis aussi, c'est clair là, maintenant, là, le projet de recherche de la personne étudiante doit être lié à un sujet de recherche qui est axé sur le patient. Donc, pour ce qui est de la valeur du financement qui est offert, donc au niveau de la maîtrise, ce qui est offert, c'est des bourses d'une valeur de 10 000 $ pour une seule année. Au niveau du doctorat, c'est 15 000 $ par année pour 2 ans, donc une valeur totale de 30 000 $. Puis au niveau du post-doctorat, c'est 20 000 $ par année sur une période de 2 ans pour un total de 40 000 $. Donc, je parlais beaucoup de c'est quoi de la recherche, de l'importance que les demandes soient ancrées dans de la recherche axée sur le patient. Mais on peut se demander c'est quoi. Donc, ça peut prendre différentes formes. Mais en gros, c'est de la recherche qui mobilise des patients à titre de partenaire dans le projet de recherche, qui se concentre sur des priorités liées à la santé telles qu'ont été établies par les patients, puis qui cherche à améliorer des résultats pour les patients. Puis tout ça, en bout de ligne, on vise aussi à ce que ça soit appliqué pour qu'on puisse améliorer les systèmes de santé et les pratiques de soins de santé. Donc, dans les demandes, les candidats doivent expliquer clairement comment leur projet de recherche va aborder chacun des points suivants. Donc, premièrement, la façon par laquelle votre projet s'inscrit dans le cadre de la recherche axée sur le patient. Puis, comment la recherche axée sur le patient va être intégrée tout au long du projet. Puis, l'impact de la recherche et sa pertinence pour des patients dans votre province. Je reviens sur le fait que
les patients ils doivent être impliqués. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ça doit être une implication active au sein du projet. Puis c'est une implication qui doit être mutuellement avantageuse pour toutes les parties qui sont concernées. Donc, des manières d'engager des patients dans un projet de recherche, si vous n'avez pas participé à de la recherche axée sur le patient auparavant, ça veut dire que c'est des gens qu'on peut impliquer dans la gouvernance d'un projet, dans la définition des questions de recherche du projet. Donc, c'est correct dans votre demande de subvention de suggérer une question de recherche, mais un coup qu'on engage des patients partenaires par la suite, on devrait leur laisser place à suggérer si cette question de recherche-là devrait être modifiée ou non. Les patients partenaires devraient pouvoir aussi aider à planifier puis organiser l'étude. Ils peuvent avoir des idées puis contribuer au processus de recrutement, puis à la diffusion des résultats de recherche auprès des patients ou du public ou des utilisateurs de connaissances potentielles. Donc, tout ça devrait être décrit dans votre demande de financement. Puis le formulaire d'application pour cette bourse ici est quand même bien décrit, là, puis il vous demande de répondre à des questions ou à des onglets très spécifiques dans différentes boîtes. Donc, ça devrait être clair. Mais quand il y a des questions par rapport à comment vous allez engager les patients partenaires, c'est des manières, c'est tout ce dont je parle, c'est tous des éléments qu'on devrait retrouver dans votre demande. Il y a plus d'informations sur tous ces sujets-là aux liens qui sont identifiés ici, là, puis qui vont vous être partagés avec les présentations. Quand on parle de comment est-ce que votre projet pourrait éventuellement améliorer les résultats pour les patients, il y a ici une liste d'exemples qui est présentée. Excusez-moi. Donc, on peut présenter des mesures de résultats qui seraient déclarées par les patients, où on pourrait rapporter l'expérience des patients. On peut avoir des mesures de satisfaction ou de qualité de vie pour les patients. Comment est-ce que les patients sentent que le projet peut aider à la gestion de leurs symptômes ou améliorer le fonctionnement d'une clinique ou la durée de séjour. Donc, vous comprenez que c'est toutes des choses qui sont perceptibles par les patients, puis on ne parle pas nécessairement d'améliorer des chiffres ou des marqueurs. Tu sais, par exemple, diminuer un projet de recherche où l'issue primaire serait de diminuer une tension artérielle systolique de 1 mm de mercure, ben, ça peut être peut-être pertinent pour certains contextes, mais dans de la recherche axée sur le patient, ça a probablement peu d'impact. Donc, il faut viser à avoir des mesures de résultats qui parlent pour les patients partenaires, qui sont importantes pour l'expérience des patients. Donc, j'ai déjà mentionné qu'il fallait présenter les plans d'engagement, comment les patients seront impliqués dans le projet. Puis, il y a des liens, encore une fois, qui pourraient vous aider à comprendre comment on développe des tels plans d'engagement. Donc, pour ce qui est des questions de prise en compte des aspects associés au sexe et au genre, les candidats, quand vous préparez votre demande, vous devez reconnaître les aspects associés au sexe comme étant des aspects qui sont associés aux attributs biologiques, alors que les aspects associés au genre, c'est des aspects qu'on associe plus au rôle d'une personne en fonction de son genre ou les comportements qu'une personne pourrait prendre en fonction de son genre.
puis comment son identité est présentée socialement. Donc, ça, c'est toutes des questions de genre. Donc, vous devez reconnaître ces distinctions-là, puis expliquer comment ça sera pris en compte dans votre projet. Puis, encore une fois, donc, les choix doivent être motivés, incluant si votre projet va porter uniquement sur, par exemple, des hommes ou uniquement, par exemple, des femmes. Donc, vous devez expliquer pourquoi ce choix-là a été fait, puis ça doit être assez bien justifié. Donc, comment ça va être évalué, toutes ces demandes-là? Premièrement, il va y avoir toute une série de critères autour de l'expertise, puis le potentiel de recherche des candidats. Donc, ça va être évalué en fonction de la qualité de votre dossier universitaire. Donc, ça inclut des aspects de leadership en plus de vos résultats académiques. On va regarder aussi les lettres de recommandation. Puis, dans la mesure aussi disponible, on pourrait aussi considérer l'information sur vos expériences d'emploi, de bénévoles ou d'autres activités parascolaires. On peut regarder aussi à toutes vos activités de formation complémentaires, puis vos contributions antérieures à la recherche. Donc, si vous avez eu des expériences à travailler avec des équipes de recherche ou si vous avez offert des présentations scientifiques ou publié quoi que ce soit, c'est bien de documenter toutes ces choses-là parce que ça va être utilisé pour ce premier critère-là, là, qui est par rapport à votre expertise et potentiel de recherche. Ensuite, il y a une deuxième série de critères sur le projet en tant que tel. Donc, sur la description du projet, puis comment ça va contribuer à la recherche axée sur le patient. Donc, pour ça, on va évaluer la qualité de la proposition de recherche. On va évaluer comment est-ce que vous avez intégré les concepts de recherche axés sur le patient à l'intérieur du plan de recherche. Puis, on va aussi considérer les conséquences ou retombées éventuelles de votre projet de recherche sur la population des patients, puis leur santé. Finalement, il y a un troisième critère qui tourne autour des justifications pour le financement. Donc ça rime tout avec la philosophie de l'unité de soutien SRAP des maritimes, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'emphase ici sur la qualité et la faisabilité de votre plan d'engagement pour engager les utilisateurs de connaissances et pour engager les patients partenaires dans votre projet et aussi pour le plan de transfert des connaissances par la suite. On va aussi considérer dans ces critères-là vos objectifs professionnels, puis vos motifs à poursuivre de la recherche axée sur le patient dans le futur. Donc, j'ai parlé des niveaux de financement qui étaient offerts un peu plus tôt, mais cette bourse ici vient avec d'autres choses en plus du financement. Ça vient avec des occasions de formation. Donc, les lauréats, ceux qui auront eu du succès dans ce concours de bourse ici, vont être invités à participer à des formations sur les principes fondamentaux de la recherche axée sur le patient. Ils devront aussi participer à, je ne devrais pas dire ils devront. Le premier critère, c'est obligatoire. Donc, les étudiants qui sont financés devront suivre une formation sur les principes fondamentaux de la recherche axée sur le patient. Mais en second lieu, ils vont être invités, mais ce ne sera pas obligatoire, de participer à des sessions de formation sur des questions comme l'équité, la diversité, l'inclusion, ou les questions de diversité au niveau du sexe et du genre, ou des questions d'alliance et d'engagement autochtones. Les candidats qui auront été financés devront aussi, pendant leur période de financement,
participer au sommet annuel de l'USSM. Donc, c'est comme un petit congrès scientifique où ils pourront présenter leurs résultats de recherche. Donc, en plus de servir d'opportunité de formation, ça sera une opportunité de réseautage, puis ça sera une opportunité de bonifier votre CV par le fait que vous allez présenter à un congrès scientifique. Puis, vous serez aussi dans tout le réseau de l'USSM, donc vous serez invité à n'importe quelle activité qui pourrait être pertinente, qui est offerte par l'USSM. Donc, des dates clés à retenir, c'est premièrement que votre demande de financement doit être soumise avant le 8 avril à 14 heures. Donc, à partir de 14 heures le 8 avril, on ne va plus accepter de demande pour ce concours ici. Donc, les candidats devront soumettre directement par la plateforme web leur demande avant ce moment-là. Puis, les candidats doivent aussi s'assurer d'obtenir une lettre de recommandation. La lettre de recommandation doit parvenir directement à Sharon Scaling, qui est la coordonnatrice de tout ce qui est développement de capacité à l'intérieur de l'USSM. Puis, cette personne-là que vous identifiez pour vous envoyer une lettre de recommandation doit envoyer sa lettre directement à Sharon. Donc, ce n'est pas vous qui soumettez la lettre, c'est l'auteur de la lettre qui doit envoyer sa lettre directement à Sharon. Puis encore une fois, ça doit se faire au plus tard le 8 avril. Ensuite, il y a tout un processus d'évaluation des demandes avec un comité d'experts qui va inclure des chercheurs d'un peu partout au maritime qui vont évaluer les demandes. Mais en plus des chercheurs, il y aura aussi des patients partenaires qui vont faire partie du comité d'évaluation puis qui vont examiner vos demandes aussi. Donc, ces gens-là vont utiliser les critères que je viens de décrire, puis ils vont donner un score à chacune des demandes. Les résultats vont vous être annoncés au début du mois de juin. Puis, suite à ça, les fonds vont vous être transférés à partir du 1er septembre. Donc, c'est à ce point-ci qu'on peut ouvrir la période de questions. Je vais cesser le partage d'écran, puis je peux prendre les questions que vous avez. Je vous invite juste à prendre la parole. Merci beaucoup, Mathieu, pour la belle présentation. J'ai une question rapide. Je peux commencer quand les autres personnes sont en train de penser ou mijoter pour une autre question. Je vois comment vraiment, ici, c'est vraiment axé sur le patient. Donc, disons que notre laboratoire va vraiment se concentrer sur les travailleurs du domaine de la santé, tels que les infirmières, les médecins. Est-ce qu'on pourrait être éligible pour cette subvention ici parce que indirectement, ça va aider les patients. Donc, si on adresse les problèmes ergonomiques pour les travailleurs du domaine de santé, ça réduit le risque de chute pour les patients, etc., une meilleure qualité de soins, etc. Est-ce qu'on serait éligible pour cette subvention ici ou c'est trop éloigné du patient? Merci, Michel. C'est une excellente question. Je vous inviterais, puis ça va pas juste pour toi, Michel, mais n'importe qui, là, à aller consulter le site des IRSC, puis de voir c'est quoi la définition d'un patient dans le contexte de la stratégie de recherche axée sur le patient. Le mot patient a été utilisé à la base avec une idée spécifique en tête, mais le concept de patient dans la stratégie de recherche axée sur le patient est devenu très, très large. Puis, dans le fond, on s'intéresse à la santé de tout le monde. Okay. Puis, dans un contexte comme ça, pratiquement tout le monde peut être considéré comme un patient. Donc, en gros, je te dirais que oui, ce que tu me décris comme l'état de santé des professionnels de la santé, par exemple, ça pourrait
constituer une population pertinente pour la recherche axée sur le patient, mais il va falloir présenter ça clairement dans la demande. Comment est-ce que ça s'arrime avec cette définition-là? Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Plaisir. Merci à toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, moi j'avais une question peut-être plus technique, Mathieu. C'est parce qu'il demande aussi le relevé commun, le CV commun canadien. Je me demandais où est-ce qu'il fallait le mettre, parce que quand on va sur le site de la proposition de recherche, il n'y a pas nécessairement de place où le mettre. Est-ce qu'il faut le mettre directement via le site du CV commun canadien? Puis c'est quel type de CV aussi est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on se fie à celui de l'IRSC ou plus un CV commun général? Ou... Ah, ça, c'est une bonne question. Puis, ça a peut-être échappé à l'équipe qui a développé la plateforme pour la demande de financement. On a un tout nouveau site web, là. Puis j'imagine que ça découle de là. Sharon, I'm going to turn this question to you. So the question is about the Canadian Common CV. We're asking for the CCV for this competition, but I'm hearing now that it's not clear where the CCV should be deposited. So it appears as if the web platform does not have a place specific for the CCV. Really? Let me quickly look at the intake form, and I'll make sure that that is on there. If not, it will be. Give me 1 second. If you want to move on to another question, I'll come back with an answer to that. Okay, excellent, Sharon. And I guess we're still almost one month ahead of the deadline, so I presume it would be safe to say that if it's not there currently, there will be a place for it to be added shortly. Yeah. Okay, excellent. Puis il y avait donc ce que Sharon disait, là, elle va regarder tout de suite, voir au site web où est-ce qu'il y a une place pour ça. Puis s'il n'y en a pas, ça sera ajouté très, très bientôt. Donc, bien avant le 8 avril. L'autre composante de la question, Pamela, c'était par rapport à quelle version du CCV. Si la version du CCV n'a pas été identifiée, je vais vérifier avec Sharon tout de suite, mais à mon souvenir, on encourageait à utiliser la version de la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Donc, quand vous faites votre choix là, sur la plateforme de CV commun canadien, il y a toutes les options de quelle agence de financement prendre, mais la version de la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick est celle souhaitée parce que c'est la version de CV qui est essentiellement le plus complet. Sharon, I'm just going to validate this piece of information with you as well. We're asking for a Canadian Common CV, but it appears as if we may not have specified on the documentation which version of the CCV we were asking for. So I recall that we discussed using the New Brunswick Health Research Foundation's version of the CCV, but just to verify, is that correct? Yeah, thank you. And thank you for bringing this to our attention. I don't know how many people have looked at this form online and we've missed the CCV piece, because I'm going, you're absolutely right. It is the NBHRF form when you go in, and that somehow got missed. I will make sure that it is added to the on-site. I'll send off the email when we're done here today, and they're quite quick about responding to that. But you're right, we do still have 3 or 4 weeks, and it's usually in the last week that people get going on it. But thank you for bringing that to our attention, and I'll have that taken care of, if not today, within the next couple of days. Excellent. Thank you, Sharon. Bon, merci Pamela, tu as posé des très bonnes questions, puis ça va amener des ajustements pour tout le monde, donc c'est excellent. Puis, oui, c'est ça, juste pour confirmer, là, on souhaite avoir la version de la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Donc, pour ceux qui comptent soumettre une demande de financement dans ce concours ici, puis qui n'ont pas encore démarré le processus de créer un CV commun canadien, je vous encourage à lancer ce processus-là plus tôt que tard, parce que autant le formulaire de demande de bourse
peut être assez intuitif. Tu sais, on demande de remplir des sections de texte ici et là. Remplir le CV commun canadien, c'est un exercice assez imposant en soi. Mais c'est quelque chose qui va vous suivre pour le reste de votre carrière académique parce qu'on utilise tout le temps le CV commun canadien pour plein d'autres concours par la suite. Je vais inviter les autres à présenter des questions si vous en avez. Puis là, je regarde le chat pour voir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a une question dans le chat. Donc, je suis encore en propédeutique en vue d'intégrer un programme de maîtrise. Est-ce que je peux être éligible à ce concours de bourse? Bon, la question, c'est, la réponse à ça, c'est si vous avez soumis une demande d'admission pour un programme de maîtrise, donc ça semble être le cas parce que vous êtes en propédeutique pour intégrer le programme de maîtrise, ça vous rendrait éligible pour appliquer au programme de bourse. Donc, oui, si vous avez été admis à un programme de maîtrise ou avez appliqué pour être admis d'un programme de maîtrise, vous êtes éligible à appliquer pour le programme de bourse. C'est sûr que la bourse va seulement être offerte après confirmation que vous êtes effectivement, officiellement inscrit dans le programme de maîtrise. Deuxième question, est-ce qu'il faut être inscrit à un programme de maîtrise à temps complet pour être éligible pour la bourse? Est-ce que les participants inscrits dans un programme de maîtrise à temps partiel sont toujours éligibles? Excusez. Sharon, before saying anything wrong, I'm going to verify this with you. So there's a question about full-time versus part-time studies. I know we had discussed that, but before I say anything, can you remind me about eligibility criteria regarding full-time status? Sure. Thank you, Matu. We determined that that is not something that is a concern for us as part of the awards, and that we did not make it a requirement that a person is not attending school full-time. So they I'm just going to verify. Work full-time. I apologize. They have to attend school full-time. They can also work full-time if they can manage both of those and have the other criteria. Sorry, thank you. Yeah, so it was about the employment status that we had questions, but it remains that full-time studies is a requirement. Yes. Okay, all right. Merci, thank you. Donc, excusez, je reviens. La réponse à cette question-là par rapport à l'éligibilité, si vous êtes étudiant à temps plein ou temps partiel, c'est qu'il faut être étudiant à temps plein pour être éligible pour ce programme de bourse ici. Il y a certains programmes de bourse qui demandent en plus à ce que l'étudiant s'engage à ne pas travailler plus qu'un tel nombre d'heures en parallèle aux études pour s'assurer que les études progressent rapidement. Ce programme de bourse ici n'impose aucune limite par rapport au travail à l'extérieur des études, mais impose quand même que les candidats soient des étudiants à temps plein. I don't see any more questions in the chat. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à l'oral? Allez-y, c'est le temps. Je ne reçois aucune autre question à l'oral ni dans le chat. Alors, je vais vous remercier de votre participation. J'espère que vous serez nombreux à soumettre des demandes de financement dans ce concours ici. Puis, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.